Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon métier d'enseignante puisque c'est un métier que j'exerce depuis bientôt 7 ans maintenant. Alors, ça ne sera pas une vidéo vraiment sur les caractéristiques autistiques, hein, ce que je fais en général sur cette chaîne, mais ça sera plus une vidéo où je vais parler de mon parcours, en fait, où je vais témoigner, mais je vais quand même un petit peu essayer d'élargir pour vous. D'ailleurs, la première question que je me suis posée, c'est quel métier finalement pouvaient choisir les autistes. Alors, je sais qu'il y a énormément d'autistes, bien sûr, qui ne terminent pas leurs études, qui ne sont pas diplômés, pour des raisons évidentes, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'aménagement pour nous. Donc c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement coûteux. Donc déjà, si vous avez réussi à être diplômé, bravo à vous, c'est extrêmement dur. Et ensuite, il y a aussi très très peu de personnes qui travaillent, des personnes autistes. Il y a beaucoup d'autistes qui finissent malheureusement par s'épuiser, par terminer en arrêt maladie. D'ailleurs, c'est au moment justement de la phase d'épuisement que les personnes se rendent compte justement de leur neuroatypie. Mais après, une fois qu'on est en accord avec soi-même, c'est difficile de revenir dans la danse, dans ce rythme infernal que nous impose le monde professionnel. Donc voilà, c'est vraiment pas évident de travailler dans cette société. Je pense que c'est évident pour personne, mais c'est vraiment encore moins évident pour nous. Et je dirais même que c'est maltraitant en fait, hein. Je trouve qu'on se fait violence dans cette société quand on travaille et qu'on est neuroatypique. Voilà. Mais c'est pas vraiment l'objet de ma vidéo, puisque moi je vais cibler sur mon métier. Alors déjà, je trouve que c'est intéressant qu'il y a pas mal de personnes autistes qui choisissent des métiers où en fait on les attendrait pas. Notamment des autistes. Alors moi je suis enseignante, donc on pourrait se dire, mais attends, l'enseignement, mais c'est que des imprévus. Mais comment tu fais pour gérer une classe de 30 élèves? Mais comment tu fais avec tous les collègues? Donc c'est vraiment le métier à pas choisir. Enfin, on pourrait se demander ça. De la même façon que des autistes qui vont devenir comédiens. On pourrait se dire, non mais attends, le théâtre, mais c'est pas fait pour les autistes, c'est hyper dur, comment ils font pour improviser, enfin comment ils font pour être en public, être devant un public, c'est vraiment à l'inverse de ce qu'ils peuvent faire. Et aussi les personnes autistes qui travaillent dans la communication. Et oui, il en existe. On pourrait se dire, mais attends, mais c'est vraiment pas ce qu'il leur faut. Mais en fait, je trouve ça intéressant, justement, qu'on choisisse des métiers là où on nous attend pas. Et je pense que c'est aussi, le métier sert en fait comme une compensation, comme une remédiation plutôt, pour nous. C'est-à-dire il nous permet de travailler des compétences, des facultés qui nous sont difficiles, qui ne nous sont pas acquises immédiatement. Et finalement, on a cette intelligence-là assez intuitive de se dire, je vais aller vers là où ça me met en difficulté parce que justement, c'est cette compétence que j'ai besoin de travailler. Et à l'inverse, on pourrait même se demander si les personnes qui, par exemple, manquent d'empathie, voire des personnes narcissiques, pourquoi elles choisissent des métiers dans le soin, dans le développement personnel, dans l'aide à la personne, si ce n'est pour justement travailler aussi cette compétence-là qui leur fait défaut, à savoir l'empathie, la générosité. Voilà. Donc ça, c'est ma première réflexion. Maintenant, je vais vous parler très rapidement de mon parcours. Donc moi, j'ai fait un master MEF, métier de l'enseignement, à la fac, et j'ai passé mon CAPES. J'ai passé la session exceptionnelle, ce qui correspondait j'ai passé l'écrit à la fin du M1 et l'oral à la fin du M2. Et en M2, j'ai fait un stage de 6 heures. Donc j'avais déjà une classe en responsabilité à la fin du M2. Donc j'avais 23 ans. C'était en 2012, non, 2013-2014, voilà. Après, j'ai fait une année de césure et ensuite, j'ai été envoyée dans une autre académie que j'ai choisie délibérément parce que je voulais m'éloigner de mon environnement toxique, mon environnement familial toxique. Et donc, j'ai été envoyée à l'autre bout de la France et cette fois, pour un autre stage qui était le stage de titularisation où là, j'avais une classe, non, j'avais 9 heures et j'avais en plus des cours à l'école de formation des enseignants qu'on appelait avant l'ESPE et qui maintenant s'appelle l'INSPE. Et suite à ce stage, donc j'ai été validée, donc j'ai fait mon stage en lycée, je précise également. Donc c'était pas évident, j'avais des secondes et des premières STMG à préparer au baccalauréat de français. Et ensuite, j'ai décidé de devenir TZR. Alors TZR, qu'est-ce que c'est? C'est titulaire d'une zone de remplacement. C'est-à-dire que je n'ai pas de poste fixe, mais que je fais des remplacements. Pourquoi j'ai décidé d'être TZR? Parce que j'avais très peu de chances d'avoir un poste fixe, étant donné mes points, étant donné ma jeunesse, etc. Et que finalement, la seule possibilité d'avoir un poste fixe,
c'était d'aller dans une zone où il y avait énormément de collèges difficiles, on va dire, et ça je ne le souhaitais pas. Je ne me sentais pas capable de travailler dans cette zone, donc j'ai préféré rester là où je vivais, aussi parce que de manière autistique, j'avais besoin de garder mon environnement stable. En plus, ça faisait que 1 an que je vivais là, et donc en étant TZR, donc en étant remplaçante, j'avais une chance de rester du coup dans la ville que je connaissais et de faire des remplacements autour. C'est ce qui s'est produit. Malheureusement pour moi, quand on est TZR, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous pouvez avoir des remplacements à l'année, ce qu'on appelle des AFA, où là c'est assez quand même tranquille, c'est-à-dire que vous êtes comme sur un poste fixe, vous avez votre poste, vos 18 heures à l'année dans le même établissement. C'est juste que vous restez pas forcément 2 années de suite, mais au moins ça vous permet un peu de vous poser. Et dans le pire cas de figure, c'est le mien, vous faites des suppléants, c'est-à-dire des remplacements courts. Donc là, vous remplacez quelqu'un qui est en arrêt maladie pour X raisons. Et c'est des remplacements donc courts, donc vous pouvez rester 2 semaines, comme vous pouvez rester 6 mois, comme le remplacement peut se prolonger sur 1 année. Donc c'est très instable, c'est très précaire, et j'en reparlerai un peu plus tard. Donc là, moi, ça fait 6 ans que je suis TZR, je n'ai pas de poste fixe. C'est difficile d'avoir un poste fixe en ce moment dans l'éducation nationale, sauf si on va en REP, ce que je ne souhaite toujours pas, et donc je me retrouve à toujours faire des remplacements. Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que quand j'étais au lycée, en fait, j'ai adoré mes cours, ça a vraiment été ma bouée de sauvetage. Ça a vraiment été l'école, en fait, même si j'ai subi de la violence. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je pourrais aussi raconter mon parcours d'élève et tout. Ça a aussi été pour moi le seul moment où je pouvais m'extirper de mon environnement familial et où je pouvais justement être un peu valorisée parce que comme j'étais bonne élève, bon, globalement ça se passait bien avec mes professeurs, même s'ils n'étaient pas tous bienveillants et ils comprenaient pas toujours qui j'étais. Mais c'était un environnement, l'école, où j'étais protégée. En plus, moi, j'étais dans le privé, donc c'est vrai que c'est encore différent. Ça faisait un peu cocooning quoi. J'avais vraiment mes repères, ma routine. Le lycée c'était vraiment même pour moi les plus belles années de ma vie parce que je me sentais particulièrement bien et j'adorais les cours de français de mon année de première. Et d'ailleurs les cours de français m'ont donné envie à la fois d'enseigner mais aussi d'écrire, ce que j'ai jamais arrêté depuis. Donc avant de faire ce métier, j'avais des a priori, notamment mes compétences. Est-ce que j'allais réussir à tenir une classe? On me faisait beaucoup douter par rapport à ça aussi. Dans ma famille, ils étaient pas du tout ils étaient pas du tout bienveillants envers les profs. J'entendais beaucoup des phrases ils foutent rien, ils sont tout le temps au théâtre, au cinéma, voilà. Donc des phrases qui discréditaient les profs. Du coup, malgré moi, j'avais quand même des a priori sur eux où j'avais l'impression que c'est vrai qu'il y avait quand même une forme de laxisme ou une forme ils s'étaient privilégiés dans la société. Et j'ai été très très étonnée du coup quand j'ai commencé mes stages et ensuite quand j'ai commencé ce métier de voir en fait tout l'inverse, c'est-à-dire des profs qui étaient hyper investis, qui n'hésitaient pas à faire des heures voilà, pour approfondir un cours, pour créer un projet avec les élèves sans forcément être payé pour ça. Et j'ai aussi changé de regard sur les enseignants parce que je m'attendais vraiment à rencontrer des gens on va dire, très ouvert d'esprit, un peu artiste et intellectuel. Et en fait, je me suis rendu compte que ce genre de prof-là, il existait de moins en moins et qu'en fait, j'avais plutôt affaire à des profs qui étaient davantage des fonctionnaires que des profs, c'est-à-dire des gens qui aiment bien leurs petites habitudes, qui aiment bien faire les choses comme on leur dit de les faire, qui remettent pas forcément en question les choses et qui sont pas forcément non plus à fond dans la culture, vous voyez, qui sont plus en fait, je sais pas comment dire, des bons citoyens, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, mais c'est tout. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a déstabilisée. Mais je ne vais pas en parler plus que ça, puisque je vais maintenant expliquer ce que je pense être les atouts des autistes à être enseignants. Parce que oui, il y en a. Bon, il y a des difficultés, mais il y a aussi des atouts. Alors notamment, pourquoi un autiste ou une autiste aurait intérêt à devenir enseignant ou enseignante? Eh bien, pour moi, je pense que déjà, le fait qu'on connaisse le système de l'intérieur, même si on n'est pas du même côté, c'est un plus pour notre futur métier parce qu'on peut imaginer globalement comment ça se passe. C'est un univers familier qu'on a connu au collège et au lycée
Et tant qu'on n'a pas connu trop de traumatismes, qu'on n'a pas été trop harcelé, comme c'est mon cas, bah finalement c'est un univers qu'on peut trouver réconfortant ou positif ou dans lequel on a envie bah, justement d'être dans nos métiers. Voilà. Alors qu'à l'inverse, moi je me voyais pas travailler en entreprise parce que j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. C'était assez angoissant, justement cet inconnu-là, alors que le métier de prof, bah, finalement je savais déjà globalement, je connaissais un petit peu les choses dans les grandes lignes. Voilà. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est un métier quand même où vous êtes très cadré, donc c'est très ritualisé justement, ce qui nous plaît à nous les autistes, puisque vous avez des horaires fixes, vous avez un emploi du temps voilà, qui ne change pas, vous savez quand vous êtes en vacances, vous savez quand vous travaillez, vous savez quand vous êtes en week-end. Après les semaines, vous organisez un peu comme vous voulez, puisque vous avez les cours que vous donnez, puis vous avez ensuite le travail personnel, mais c'est vrai que ce côté très ritualisé, moi, c'est très rassurant, c'est très confortable parce que ça me permet aussi de pouvoir me projeter, de pouvoir savoir quand je vais me reposer. Et voilà, donc c'est vraiment un atout aussi ce cadre-là. Ensuite, le fait d'enseigner une matière, forcément on ne choisit pas cette matière par hasard, ça correspond généralement à nos intérêts spécifiques, à notre passion. Donc en faisant ce métier en lien avec notre intérêt spécifique, bah, c'est l'occasion de travailler cet intérêt spécifique, justement de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le développer et ensuite de pouvoir aussi le partager avec nos classes. Donc moi, dans mon cas, c'est la littérature. Et donc quel bonheur de pouvoir créer des cours de littérature, de lire plein de textes, de proposer des textes aux élèves, d'échanger avec eux. Et puis ma passion va aussi se nourrir de leur réflexion à eux, de leur intérêt à eux sur telle œuvre ou tel texte. Et donc c'est vraiment hyper agréable de pouvoir parler de sa passion et de pouvoir la partager. Enfin, qu'est-ce qui est un avantage aussi dans nos métiers, c'est qu'on est quand même très indépendant. Alors je dis ça entre guillemets parce que de moins en moins, mais c'est vrai que dans nos salles de classe, on a ce qu'on appelle la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, c'est celle de pouvoir finalement donner plus ou moins les contenus qu'on veut, même s'ils s'inscrivent dans un programme donné, de pouvoir les faire étudier de la façon dont on souhaite, même si on est fortement incité à le faire d'une certaine façon. Mais on est seul dans sa salle de classe, ce qui a aussi un désavantage, parce que quand on a un problème, on est seul aussi. Mais c'est vrai que nous, on est quand même des esprits assez libres et autonomes. On n'aime pas vraiment, je pense, quand on nous dit comment faire les choses. Et quel bonheur du coup de pouvoir faire comme on souhaite dans sa salle de cours. Pour moi, c'est vraiment une respiration. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper agréable dans mon métier. Voilà. L'autre avantage, c'est aussi qu'on a globalement peu d'heures de cours à donner. Alors attention parce que c'est extrêmement épuisant. Là, vous entendez peut-être l'orage. Désolée. C'est extrêmement épuisant de faire 18 heures de cours. Et d'ailleurs, c'est fou comme la société n'arrive pas à comprendre que tout le monde pense qu'en fait, on travaille peu, que c'est léger, alors qu'en fait, faire 18 heures, mais c'est exténuant. Enfin, imaginez, vous êtes pendant une heure, vous devez absolument tout contrôler. Enfin, vous devez gérer 30 élèves, penser à ce que vous êtes en train de dire, penser à ce que vous allez faire ensuite, penser à ce que vos cours, faire en sorte que vos cours ils s'inscrivent dans une séquence globale qui s'inscrit elle-même dans une année, dans une progression globale et penser ensuite à l'évaluation finale. Enfin, tout ça, c'est une gymnastique intellectuelle qui est très fatigante, qui est usante, et même une heure de cours avec une classe, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes, de la classe que vous avez, ça peut être plus ou moins sportif. Donc ça n'a rien à voir avec une heure que vous faites au boulot euh, devant votre ordinateur, même si je ne veux pas discriminer le travail de bureau, mais disons que c'est physique. Faire une heure de cours, c'est une gymnastique intellectuelle, et on est physiquement là. On ne peut pas être en retrait, sinon, généralement, ça se passe mal. On est obligé d'être là, d'être un pilote pour 30 matelots sur son bateau. Et donc, ça demande voilà, une certaine énergie physique et mentale. La pédagogie aussi, je trouve que c'est vraiment un atout chez nous, puisque bien sûr, nous passons notre temps à essayer d'éclaircir le langage neurotypique qui nous paraît abscon et obscur. Voilà, là c'est encore l'orage. Et donc finalement, nous sommes habitués, nous sommes très bons à expliciter l'implicite.
à décortiquer ce qui doit être décortiqué. Et le cœur de notre métier, justement, l'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir toutes les connaissances intellectuelles du monde, vous aurez beau avoir fait une thèse, vous aurez beau être agrégé, si vous ne savez pas transmettre, vous ne pourrez pas, en fait, être un bon enseignant. Et donc, ça passe vraiment par ce travail de je décortique les tâches. Qu'est-ce qu'on attend d'abord? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment faire cette tâche? Voyez? Et donc, c'est tout un travail aussi mental, tout un travail de on décompose, on guide les élèves, on explique parfois ce qui mérite d'être expliqué, on réexplique parfois et surtout on répète. Parce que c'est comme ça qu'on retient, on répète toujours le cours suivant, on répète ce qui a été fait au cours précédent, etc. Et donc, je pense que nous sommes de très bons pédagogues. Nous savons aussi nous mettre à la place des autres. Nous n'avons pas d'a priori quant à ce qui n'est pas compris, puisque nous-mêmes, nous ne comprenons pas tout. Donc, on ne va pas être là à se mettre en colère ou à s'énerver quand quelque chose n'a pas été compris, quand une consigne n'a pas été claire. On va expliquer et bien volontairement, en fait. Donc ça, je pense que ça nous aide vraiment dans nos cours, parce que cette gymnastique-là, de pédagogie-là, on l'a toujours eu, en fait. On a toujours fait ça instinctivement, justement pour survivre. On a toujours demandé à expliciter des consignes aux autres, on a toujours demandé des précisions, et du coup, on sait aussi ce que c'est que de ne pas comprendre quelque chose, ce qui est un vrai atout. D'ailleurs, un autre atout, c'est l'empathie, c'est-à-dire qu'on sait se mettre à la place de l'autre, parce qu'on sait faire ce pas d'aller vers l'autre, de se dire justement, il va pas bien, pour quelle raison, il comprend pas, pour quelle raison. On sait justement parce qu'on est habitué à nous adapter, nous suradapter, et donc on sait ce que c'est aussi que de vivre parfois dans un univers qui est violent, que de vivre parfois dans une classe où on est perdu, parce que nous-mêmes aussi, notre histoire, elle est faite de harcèlement, elle est faite de violence, que ce soit des violences sociétales ou des violences plus réduites à un groupe précis à un moment T. Mais voilà, et donc on sait ce que c'est aussi que d'être élève. On a ce vécu-là, alors que peut-être que des collègues qui sont pas autistes ou qui sont pas neuroatypiques, peut-être ils n'arrivent pas vraiment à imaginer ce que ça peut être en fait, d'être perdu, etc. Donc c'est aussi pour moi un véritable atout, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, à savoir que les autistes n'ont pas d'empathie, en fait, si moi je fais tout le temps cet effort d'aller vers les élèves, de les comprendre, je vais pas les juger, je vais pas les casser, je fais vraiment attention. Après, je pense qu'en tant qu'autiste, on a des valeurs fortes, et quand on fait ce métier qui est le métier d'enseignant, même si c'est un peu de la poudre aux yeux, mais on est quand même habité par des valeurs fortes qui est peut-être l'égalité des chances, qui va être on va essayer de faire progresser tous les élèves, d'être la professeure de tous les élèves, même si les conditions de travail le permettent de moins en moins, on va être habité par ces valeurs-là, on va avoir cette bienveillance-là, et donc ça donne aussi une relation particulièrement forte avec les élèves, et aussi un investissement. On va être investi, on va être dans quelque chose de très sincère. Je pense pas qu'on puisse être blasé, enfin moi je suis pas blasée. Et voilà, moi j'y crois, j'essaie quand même, je continue, même si c'est difficile, mais voilà, mes valeurs, ça. Voilà, j'ai fait ce métier pour des valeurs en particulier, j'aurais pas pu, je sais pas moi, être trader, ça correspond pas à mes valeurs, vous voyez, mais j'ai rien contre les traders, mais voilà. Après, il y a aussi, je trouve, quand on est neuroatypique, et en particulier quand on est habitué à faire des liens, à voir ce qu'on dit être la pensée par arborescence, c'est intéressant justement dans nos classes, parce que cette capacité à mettre en lien, à se mettre en lien aussi, ça donne des cours où on va pouvoir faire des ponts entre plusieurs disciplines. Ce qui d'ailleurs est de plus en plus attendu par les inspecteurs. On va parler d'un texte et ça va nous amener à évoquer une problématique de la société, ou bien à faire un lien avec la peinture, ou bien à faire un lien avec l'histoire. Et nous, en fait, on va le faire naturellement parce que c'est notre façon de penser, c'est notre façon de vivre et de ressentir. Et cette façon d'être en lien, cette capacité à être en lien, du coup, on va pouvoir l'utiliser naturellement dans nos cours, et ça va venir nourrir nos cours. Ce qui fait que je pense que les profs autistes, ils sont particulièrement intéressants. Je pense qu'on fait des cours originaux. Je pense qu'on sait aller au-delà. On sait dépasser le côté scolaire, parce que nous, ce qui nous habite, c'est quand même que les choses fassent sens. Et donc, pour que les choses fassent sens, nous, on leur donne du sens. Et donc, je pense qu'en classe, on est capable de se mettre à la place des élèves, et de faire en sorte qu'ils comprennent le message caché du texte, ou le message caché du cours, et que ça fasse sens dans leur vie. Moi, j'ai pas envie que mes élèves ils sortent du cours et qu'ils se sentent extérieurs à ce qu'on a fait. J'ai envie qu'ils continuent à y penser, j'ai envie que ça leur donne aussi des outils de connaissance de soi, des outils de compréhension du monde, des autres et d'eux-mêmes. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai vécu mes cours,
c'était presque du développement personnel. C'est comme ça que j'ai vécu la littérature. C'est je vais puiser dans les textes des outils pour comprendre les autres parce que ça n'est pas évident pour moi de prime abord. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est intéressant. Et puis enfin, je dirais notre façon de communiquer, ça peut être un désavantage, mais ça peut aussi être un avantage. Notre sincérité, on va dire les choses telles qu'elles sont, on va pas essayer de, je sais pas, de passer par des courbettes. Et donc ça aussi, ça peut plaire aux jeunes, ça peut plaire aux parents. Enfin moi, j'ai jamais eu de problème avec des parents, alors que j'entends des trucs parfois, voilà, de la violence ou de l'agressivité. Mais moi, j'adore rencontrer les parents, ça se passe toujours super bien. J'adore m'intéresser à mes élèves, à ce qui se passe aussi dans leur vie à l'extérieur du collège ou du lycée, etc. Donc ça, c'est un atout. J'ai oublié aussi un avantage, c'est que on pourrait se demander, mais attends, prof, c'est le grand saut dans le vide quand tu enseignes. Bah en fait, pas tant que ça, parce que quand on est prof, on répond à des attentes, à un programme scolaire avec des textes des textes à étudier, des thèmes à étudier, des thèmes aussi grammaticaux à étudier, et donc on est quand même très cadré. Et une heure de cours, c'est quand même très cadré. Donc finalement, cette gymnastique-là, on l'a au fur et à mesure, on la répète plus ou moins. Il y a de la répétition aussi dans les heures de cours. Les élèves arrivent, ils attendent debout. Quand ils sont calmes, je les fais s'asseoir, je les fais sortir leurs affaires. Ensuite, on répète ce qui a été vu au cours précédent et on fait ça à chaque cours. Donc en fait, c'est très ritualisé et c'est aussi du coup rassurant pour moi. Voilà, et puis après, tout ce qui est fait en classe, ça s'inscrit dans quelque chose, dans une dynamique intellectuelle que j'ai construit en amont. Vous voyez? D'ailleurs, moi, quand j'étais élève, j'étais très forte pour faire les exposés, alors que j'étais incapable de lever la main pour participer. Et je pense que ça, c'était vraiment caractéristique de quand c'est pas prévu, bah finalement je me noie, je sais pas ce qu'on attend de moi, je sais pas si c'est ça la réponse. Mais quand c'est prévu, quand je peux faire le truc avant, bah là en fait c'est facile. Et moi voilà, j'ai toujours adoré les exposés, alors que participer ça a toujours été très difficile pour moi. Bon, alors quand on est autiste et prof, on a quand même aussi des difficultés, hein. Alors notamment les difficultés avec les codes sociaux, puisque quand on est dans un établissement, eh ben, on n'est pas seulement prof avec les élèves, on a aussi la vie de l'établissement, la vie avec les collègues, la relation à l'administration, le rapport hiérarchique, etc. Et ça c'est compliqué. En fait, c'est tout le côté fonctionnaire, je dirais. Moi, personnellement, j'ai du mal. Il y a des codes à respecter et voilà, il y a des choses, c'est mal vu de ne pas aller en salle des profs. Si tu vas jamais en salle des profs, à un moment, on va te faire une réflexion. C'est mal vu aussi de ne pas faire de projet. Si tu ne fais aucun projet avec tes élèves, on va dire que tu t'investis pas assez. Ça peut aussi être reproché par les inspecteurs. Si tu dis trop ce que tu penses aussi, c'est mal vu. Donc en fait, il y a des codes qui sont pas explicites et je les ai appris au fur et à mesure, plus ou moins dans la douleur. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment... bon, ça joue en ma défaveur. Il y a aussi ma maladresse. Oui, parfois je suis maladroite, je dis des choses qui en fait que je ne soupçonne pas être interprétées de cette façon par les autres. Donc après, du coup, je me retrouve à devoir me justifier pour un truc que j'ai jamais voulu dire. Enfin voilà. Et on a l'impression que, en fait, dès que je sors de ma salle de classe, je suis en danger, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais dire, de mon attitude, on va interpréter mon positionnement, mes opinions. Voilà, c'est rien qu'une réunion, le fait que je réagisse à certains propos, on va dire ah bah elle est comme ça, elle pense ça, vous voyez, et ça peut aussi se retourner contre moi. Donc c'est vrai qu'il y a un environnement assez aussi dans la prudence, dans la suspicion, et c'est assez angoissant pour moi parce que finalement, moi, bah, je suis assez libre. J'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, de dire ce que je pense. Mais du coup, je me rends pas compte que ça peut vraiment, vraiment me tomber dessus. Voilà. Donc ma maladresse et donc la communication, le fait de ne pas comprendre les implicites, le fait de toujours décoder les attentes des autres. C'est vrai, quand j'ai commencé ce métier et que j'étais stagiaire, je ne comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi. C'était vraiment très opaque pour moi. En plus, j'étais prof au lycée, donc moi j'avais surtout eu des expériences au collège et j'ai pas arrêté de le signifier à ma tutrice et à mes collègues de français en leur disant mais je ne comprends pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas comment faire une heure. Et en fait, mes collègues, pensant que j'étais juste anxieuse, m'ont dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais elles m'ont pas vraiment expliqué. Donc je me suis retrouvée à faire des gros cafouillages en début d'année avec mes classes.
Et quand ma tutrice est venue me voir au bout de 15 jours, là, elle a compris qu'en fait, j'avais pas compris. Bah oui, c'est ce que je lui avais dit depuis le début. Mais c'est quelque chose que peut-être elle n'avait pas imaginé. Peut-être que c'était aussi lié à ma problématique autistique, que là, il y a un truc qui est pas clair, donc je comprends pas. Voilà, je pense aussi à d'autres situations où j'étais vraiment maladroite, notamment bon, cette même année où j'étais stagiaire, j'avais un conseil de classe qui était à 17h et en fait je terminais à 11h. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah je vais pas y aller. Enfin, je vais pas attendre parce que j'étais véhiculée, mais l'établissement était à 1 heure de mon domicile. Donc je me suis dit, je vais pas attendre toute l'après-midi pour 1 heure de conseil. Je vais pas non plus revenir chez moi à faire 1 heure de route et ensuite refaire 1 heure de route pour y aller et refaire 1 heure pour repartir. Je vais m'épuiser. Du coup, moi, naïvement, je vais voir le chef et je lui dis, bon, bah pour ce soir, ça va pas être possible parce que, vous comprenez, je finis à 11h. Bon, bah je me suis un petit peu prise un savon et j'ai compris qu'en fait, non, non, il fallait vraiment que je fasse la route. Donc après, bah je l'ai fait. Je suis revenue 1 heure chez moi, puis je suis repartie ensuite. Je me suis tapé les bouchons d'ailleurs, j'ai fait le conseil et je suis repartie. Et tout ça, bien sûr, sans être payée. L'essence, c'était pour ma pomme, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Autre chose aussi maladroite que j'ai fait, la première année où j'étais TZR, je devais rencontrer des parents. J'avais 3 classes de quatrième et j'avais que 20 places. Donc en fait, j'ai pris les 20 premiers parents. Il se trouve qu'il y en avait 60 qui voulaient me voir, enfin peut-être pas 60, 40. Donc du coup, j'ai dit aux 20 autres, bah non, je peux pas vous rencontrer, désolé. Et en fait, on m'a dit après, non, 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 ça c'est quelque chose que tu fais jamais. Un parent veut te voir, il faut le rencontrer. Sinon, c'est très très mal vu. Et donc en fait, c'est vrai que je me suis attirée la foudre de certains parents. Bon là, pour le coup, j'avais mal communiqué avec les parents parce que j'avais refusé de les voir parce que pour moi, bah non, on avait que le mardi de 17h à 20h. Donc si j'avais plus de place, j'avais plus de place. Et en fait, mes collègues m'ont expliqué que eux, ce qu'ils faisaient, c'est que ensuite, durant toute la semaine, ils rajoutaient des créneaux horaires aux parents, ce qui faisait qu'ils finissaient le mardi à 20h, le mercredi à 20h, peut-être pas le mercredi, mais le jeudi à 20h, et le vendredi à 20h, parce qu'en fait, il fallait rencontrer tous les parents, c'était comme ça, en fait, sinon c'est mal vu. Voilà, donc là, j'ai eu des petits malentendus. Il y a aussi eu parfois où, à un moment, j'ai fait la bise à un gestionnaire parce que, je sais pas, j'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, mes collègues me faisaient la bise. J'ai vu une personne, j'ai cru que c'était un collègue, je lui ai fait la bise aussi, puis en fait, c'était le gestionnaire. Et après, bon, du coup, il venait me voir, il faisait exprès pour que je lui fasse la bise devant tout le monde. Et là, bon, c'est vrai que personne ne comprenait pourquoi je faisais la bise à ce gestionnaire, parce qu'en fait, voilà, c'est très hiérarchisé et en fait, il ne faut pas faire la bise au gestionnaire, mais je ne savais pas. Voilà, bon après rassurez-vous, je n'ai pas fait la bise au chef d'établissement, mais c'est vrai qu'il y avait dans les codes sociaux, il y a eu des maladresses avec, voilà, au niveau de mon métier, au niveau des attendus, mais des choses, je ne savais pas. C'est pareil quand j'étais T1, donc T1 c'est quand c'est votre première année après votre année de stage, j'étais au collège et moi j'avais fait que du lycée en stage. Et donc j'arrive au collège et qu'est-ce que je fais? Je continue à faire de la littérature et en fait je faisais pas de grammaire parce que je ne savais pas comment faire, donc j'ai un peu évité cette question-là. Manque de peau, 2 mois après, je me fais inspecter. Et là, bon, l'inspecteur, il m'a dit, non, non, mais il faut faire un peu de grammaire quand même, hein. C'est un peu le but du collège. Mais vous voyez, moi, bon, on m'avait pas expliqué, donc je l'avais pas fait. Voilà, et pour finir sur les implicites, je peux aussi parler de mon statut. Donc moi, je suis TZR, titulaire sur une zone de remplacement, et je suis envoyée à la dernière minute sur un remplacement de courte durée pour remplacer quelqu'un. Alors en général, malheureusement pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un burn-out à cause des élèves, qui a fait une dépression. Donc imaginez, moi je suis autiste, je suis neuroatypique, je suis fatigable et je dois aller compenser de malade les dysfonctionnements entre guillemets de ces cours à la collègue ou aux collègues. Et donc déjà, ça me nie totalement dans mes difficultés et dans mes particularités. Voilà, et du coup, ce système aussi d'être envoyé à la dernière minute dans un établissement, c'est très difficile pour moi en tant qu'autiste. Je le vis très très mal, dans le stress, je fais des crises autistiques avant, je dors pas de la nuit, etc. Donc c'est vraiment très très violent. Et ce qui se passe quand vous n'avez pas de remplacement, c'est que vous devez quand même faire vos heures parce qu'on ne peut pas vous payer à rien faire. Et donc vous devez rester dans un établissement et vous devez faire 18 heures à attendre. Ou alors, on vous donne des tâches. Mais en général, on ne vous donne pas de tâches parce qu'on s'en fiche de vous. On n'a pas le temps. Donc en fait, vous devez faire vos heures et vous devez attendre. Imaginez, moi, en tant qu'autiste, c'est de la maltraitance totale, en fait. Moi, je ne vais pas attendre 18 heures alors que je peux être chez moi et faire du ménage, lire de la littérature, préparer des cours. Enfin bref, faire plein de choses utiles que j'aurais besoin de faire. Donc, en général, quand j'avais pas de remplacement,
et bien moi je restais chez moi. Et bien sûr, ça a été très très mal vu par le rectorat. Et au bout de 10 jours, et bien finalement, ils m'ont appelé. Et puis en fait, je me suis fait engueuler comme du poisson pourri parce que je n'étais pas restée dans l'établissement et que j'avais pas attendu sagement 18 heures sur une chaise qu'on me donne une affectation. Voilà, donc ça c'est le système, c'est très difficile. Donc quand vous êtes TZR, c'est vrai qu'autre chose que je n'avais pas, que j'avais sous-estimé, pardon, c'est le côté très hiérarchisé et le fait que parce que j'étais TZR, en fait, pour les autres, j'étais pas une vraie prof. J'étais juste une remplaçante. Donc j'étais une sorte d'électron libre, un truc qu'on avait du mal à cerner, encore plus parce que j'étais autiste, mais que ça se voyait, enfin que ça se sentait plus ou moins. Et donc j'ai été énormément, finalement, j'ai vraiment été discriminée, mais sans me rendre compte. Au début, je ne comprenais pas, je pensais que c'était moi le problème, que c'était moi qui me positionnais mal, qui n'était pas dans ma posture de prof. Et en fait, j'ai fini par comprendre au bout de 3 ans que non, si les gens ne me parlaient pas, si l'administration ne me faisait pas confiance, c'était uniquement lié à mon statut. Et c'est tout. Juste parce que je n'étais pas la prof du poste fixe, eh bien, on se permettait de mal me parler, donc encore une fois, moins de bienveillance. Donc en tant qu'autiste, c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Déjà, les difficultés avec les changements. Imaginez que vous êtes TZR, on vous envoie du jour au lendemain sur un remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on ne vous envoie pas comme ça pour visiter le collège, et puis rencontrer l'équipe, et puis vous habituer petit à petit à votre nouveau poste. Non, 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 on vous envoie direct, il faut prendre les classes, vous voyez. Et le fait que vous ayez des cours à préparer, que vous ayez une progression à penser, que vous ayez à prendre vos repères dans l'établissement, on s'en fiche. Imaginez, vous travaillez, c'est comme si on vous disait, demain vous commencez un poste et vous commencez par une réunion d'équipe et c'est vous qui animez la réunion. Et vous ne savez pas qui sont vos collègues, ce qu'ils ont fait avant de leur travail, sur quoi porte la réunion, enfin c'est le flou total. Donc pour moi c'est vrai que c'est extrêmement angoissant. Encore cette année, j'ai été appelée pour un remplacement après la pré-rentrée, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ma pré-rentrée dans l'établissement, je n'ai pas rencontré mes collègues. Donc je suis arrivée après la rentrée, donc à prendre tous mes repères. Et en plus, moi, il y a quelque chose d'autre qui me met vraiment en difficulté, c'est l'orientation. J'ai beaucoup de mal à m'orienter dans l'espace. Et donc finalement, le fait d'arriver dans un établissement après, c'est-à-dire que je vais... généralement, ce qui se passe, c'est que je me paume dans les établissements. C'est très angoissant pour moi, j'arrive pas à repérer mes classes. Il faut que je repère où les élèves se rangent sur la cour pour aller les chercher, pour les amener dans ma classe. Il faut que je repère où est la salle de prof. Enfin, j'ai plein de repères spatiaux à prendre et j'ai beaucoup de mal à les prendre parce que justement, j'ai pas ce temps-là pour m'habituer et que l'espace pour moi, c'est difficile. De la même façon que quand je fais une heure de cours, je peux me crisper plus ou moins quand j'écris au tableau notamment ou quand je pars et du coup j'ai souvent des douleurs, des raideurs musculaires à cause de mon métier parce que en fait comme tout va très vite et que j'ai pas le temps de préparer mes cours et de me préparer psychologiquement, je me raidis énormément et du coup ça me développe en fait des troubles au niveau des muscles en fait. Donc il y a toute une conséquence psychologique, physique et une énorme charge mentale du fait de cette fonction. Voilà, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je m'épuise assez souvent. L'an dernier j'ai eu 2 mois d'arrêt, j'ai fait un burn-out à peu près de 6 mois il y a 2 ans. Voilà, c'est vraiment lié au statut qui est très pénible. Et justement, concernant la RQTH, j'ai une RQTH, je suis travailleuse handicapée, mais il se trouve que je n'ai aucun aménagement. La médecine du travail ne prend en compte ma RQTH que lorsque j'aurai un poste fixe, mais le rectorat ne me donne pas de poste fixe parce qu'il n'y a pas de poste fixe en ce moment, ou alors les postes fixes, ils sont éloignés de chez moi, ou ils sont en REP, mais les REP aussi sont loin de chez moi, donc en fait ça ne correspond pas à mes besoins, et du coup finalement je suis bloquée dans cette situation, dans ce no man's land, où en fait on me balance comme ça du jour au lendemain sur un poste, alors que finalement, moi, je n'ai pas... qu'en fait, j'arrive dans le collège, ils ne savent même pas que je suis personne en situation de handicap. Ils ne savent même pas que le médecin du rectorat a rédigé des préconisations pour moi. Et d'ailleurs, le mot préconisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, c'est pas obligatoire. Donc finalement, moi, j'ai vu le médecin du rectorat suite à ma RQTH. Elle a bien rédigé qu'il me fallait une affectation à l'année, qu'il ne fallait pas que je dépasse 18 heures, qu'il fallait que je sois près de mon domicile. Et bien sûr, l'idéal, ce serait un poste fixe, mais personne n'en a tenu compte. Et donc, je me suis retrouvée la même année de cette rédaction de préconisation à devoir faire 21 heures, dont 12 heures de latin. Oui, parce que quand vous êtes TZR, vous êtes lettres modernes, mais comme il n'y a personne pour remplacer les profs de latin ou les profs de FLE,
À qui ils demandent? Eh bien aux profs de lettres modernes. Et donc je me suis retrouvée à faire 6 mois de FLE, à faire 4 mois de latin, ce qui est aussi une énorme charge mentale pour moi. Voilà, donc c'est vrai que la RQTH, malheureusement, je ne sais pas à vous dans vos métiers comment ça se passe, mais dans le mien, c'est pratiquement impossible, c'est complètement invisibilisé. Même quand j'appelle le correspondant handicap, que je lui explique que j'en peux plus, que je fatigue trop, il tient quand même un discours très validiste où elle me dit que c'est pas grave, que c'est pas des problèmes de santé, que je peux tenir. Donc du coup, je comprends vraiment qu'il y a une hiérarchie même dans les difficultés, dans les handicaps, et qu'il y a une discrimination vis-à-vis des handicaps dits invisibles comme l'autisme, où finalement tant que vous n'avez pas un taux d'incapacité, ils n'ont absolument rien à faire. Voilà. Donc c'est aussi très violent pour moi parce que ça me demande énormément de compenser. J'ai aucune aide finalement. Je suis même plus en difficulté, plus vulnérable parce que en situation précaire, aussi plus testée par les élèves, plus attendue par les parents parce qu'ils ne me connaissent pas. Et les collègues aussi, je suis aussi beaucoup testée par les collègues. D'ailleurs, au début, ça m'a beaucoup surprise parce que moi, je pensais que j'allais être testée par les élèves, mais que par ailleurs, j'allais rencontrer du soutien auprès de mes collègues. Et en fait, pas du tout, ça a été l'inverse. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de collègues toxiques. D'ailleurs, on pourrait se demander si le fait de faire ce métier, ça correspond pas aussi à des personnes narcissiques parce qu'il y a un ascendant qu'on peut prendre, il y a un pouvoir qu'on peut prendre sur une classe. Vous pouvez vous montrer, vous pouvez aussi développer vos idées, vous pouvez aussi manipuler. Et donc, ça correspond aussi à ce type de personnes. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de discrimination, des gens qui, par exemple, quand j'étais prof principale, me faisaient de la rétention d'informations pour que je me plante après quand je prenais en charge mes classes, des collègues qui, dès que je parlais, levaient les yeux au ciel, qui m'ignoraient totalement, qui me faisaient des reproches sur mon physique, sur le fait que j'étais trop jeune, sur le fait que j'étais trop calme, etc. Donc en fait, j'ai aussi subi beaucoup de harcèlement de la part des autres au lieu d'avoir du soutien. Mais bon, voilà, ça je pense que c'est le monde professionnel, il faut pas se formaliser. Mais du coup, ça n'aide pas parce que tout ça, ça rajoute une charge à ce qui est déjà difficile pour moi. Et c'est vrai que je n'ai aucune aide, voilà. Mais bon, j'adore mon métier quand même. L'an dernier, j'hésitais vraiment à arrêter et finalement, je me suis dit que je vais continuer. Cette année, je fais des carnets de voyage avec mes cinquièmes, on va au CDI, ils font des recherches. Avec mes quatrièmes, bon, je vais faire Victor Hugo, donc ça va, tout va bien. Donc il y a quand même, bon, le cœur du métier, il est quand même, j'ai toujours la petite flamme si vous voulez. Mais ce qui me fait mal, c'est aussi de voir les conditions de travail, de voir les classes surchargées, de voir le manque d'AESH et la considération aussi vis-à-vis des AESH, la malveillance, la toxicité dans l'équipe, le côté très hiérarchique qui fait que finalement, on va moins bien vous parler parce que vous êtes que TZR ou que contractuel ou que stagiaire. Et en fait, c'est idiot parce que du coup, ça dessert le métier, qui est quand même un métier où on doit se soutenir. C'est aussi un travail d'équipe. Vous voyez, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. C'est un métier suffisamment difficile comme ça. Et du coup, je trouve aussi que c'est un métier qui est, enfin, un métier, un univers qui est très normalisé, qui est très rigide, qui est très validiste aussi, où finalement on met tout le monde au même niveau, on attend la différenciation, mais avec 31 élèves, c'est impossible. Donc en fait, y a des élèves qui sont neuroatypiques, qui sont 10, qui sont hyperactifs, autistes, mais vous ne pouvez pas les aider parce que vous n'avez pas le temps. Et en fait, ça crée aussi une forme de frustration où on se dit, on fait moins bien notre travail. Il y a quelques années, les élèves, ils avaient 8 heures de français par semaine. Maintenant, ils n'ont plus que 4h30. On a réduit les budgets à mort. Donc du coup, c'est dur de faire avec si peu. Et en plus, il y a une ambiance quand même très agressive de la société où il y a toujours ce côté où on est mal vu, où on n'est pas vraiment, on se sent pas vraiment soutenu, on se sent pas vraiment aimé par les autres, voilà. Alors que moi, de ce que j'en ai vu de mes 7 ans d'expérience, c'est quand même des profs qui globalement s'investissaient énormément pour les classes et parfois de manière gratuite en fait, hein, voilà. Donc bon, j'avais encore plein de choses à dire, mais je vais devoir m'arrêter parce que la vidéo est vraiment très longue, donc je ferai peut-être une deuxième vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas vous à laisser des commentaires si vous êtes vous-même prof et autiste, comment ça se passe pour vous, quel a été votre parcours, et pour les autres aussi qui veulent intervenir sur le monde professionnel. En tout cas, merci de m'avoir écouté durant ce temps orageux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.